Il y a harcèlement lorsqu'il y a violence faite sur un ou plusieurs enfants, violence psychologique, physique, violence par l'intermédiaire des moyens maintenant modernes dont les enfants disposent. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait répétition. Les deux phénomènes associés font qu'on va pouvoir considérer que c'est du harcèlement. Et le troisième point, c'est qu'il y a isolement de la victime. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM. Je vous rappelle qu'on est avec vous tous les jours de 9h à 10h. Le mercredi, nous sommes avec Karima Chadibaou. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Coach familial et parental. Comment ça va Très bien. Karima. Très bien. Quand je suis ici, je vais très bien. Bien. Vous voulez qu'on en parle ? Bon, ça va. Je pense que mon énergie le montre déjà, je pense. Très bien. Et on accueille Marie-Pierre Lescure qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à tous. Vous êtes fondatrice de l'association Educat. Tout à fait. C'est comme ça qu'on prononce. Oui, c'est ça, c'est Educat. Après une première vie en tant qu'enseignante, eh bien aujourd'hui vous accompagnez les jeunes afin qu'ils se dégagent des conditionnements qui les limitent pour avancer dans la vie selon leur propre choix. Elle vient d'où cette méthode ? Elle l'a été et elle continue à se créer, c'est-à-dire c'est une prise de conscience qu'on est enfermé dans un cadre tout petit, qu'on a des tas de croyances qui nous limitent, des enfants qui pensent qu'ils sont pas intelligents, et ça ils peuvent le penser dès tout petit, soit on leur a dit, soit ils ont imaginé que, et tout ça c'est nécessaire de l'aborder pour s'ouvrir à la vie avec son énergie, son enthousiasme, sa capacité d'apprendre et sa capacité de rencontrer l'autre. Donc c'est un vrai travail à faire, oui, pour les enfants et bon, je dirais pour les adultes aussi, mais là on parle d'éducation. Ouais. Alors on va parler de la prévention du harcèlement scolaire à l'école. Ce que je vous ai demandé ce matin, c'est de sortir un petit peu des sentiers battus, un petit peu du harcèlement, parce que c'est vrai que régulièrement le sujet revient, soit que ce soit à la suite d'une affaire ou à la rentrée, puisque cette année c'est la grande rentrée du harcèlement scolaire. Mais on va essayer d'en parler un petit peu différemment, d'autant plus que le harcèlement, il y a des numéros verts qui existent. Oui. Aujourd'hui, il y a des grandes campagnes de prévention. Mais on va voir ce que ça change concrètement sur le terrain et comment le prévenir, le harcèlement. Et on est tous concernés par le harcèlement, que ce soit les parents de harceleurs et les parents de harcelés. On est tous concernés. Pour vous, Marie-Pierre, c'est une question de groupe. C'est rarement une question d'un individu et d'un autre individu. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait ce phénomène de meute. Absolument, c'est un phénomène de groupe. D'ailleurs, quand le groupe arrête de rire, le harcèlement s'arrête. Donc il y a vraiment à considérer cette problématique d'une manière systémique, c'est donc un système. S'il existe un harceleur, c'est que d'autres lui donnent cette place-là. S'il existe une victime, c'est que le groupe lui donne cette place-là. Donc après, chacun des protagonistes, le harceleur et la victime, sont des enfants qui ont une problématique, qui ne se rencontrent pas par hasard. Mais le fait que ça prenne comme ça, et que ça prenne ces ampleurs qu'on connaît, qui sont dévastatrices pour les enfants, et qui peuvent être absolument dramatiques, avec des suicides d'enfants, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est lié au groupe, au fonctionnement et à la cohérence. Il y a un sans équilibre. Spectateurs, ça fonctionnerait pas en fait. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait des témoins en fait. Oui. Et les témoins ont tout à fait leur rôle. Alors il y a des témoins actifs, il y a des témoins passifs. Les témoins actifs vont se rapprocher du harceleur parce que c'est souvent un enfant qui a un certain charisme. Donc on va être pote avec celui qui a un certain charisme, ou alors on va être pote avec lui parce que comme ça il va pas nous harceler. Enfin bon, il y a plein de raisons qui peuvent motiver ce genre de décision chez un enfant. Et puis bon, il y a les spectateurs passifs en fait, qui ont peur, et ils sont nombreux. Et la peur, c'est peut-être même la majorité. C'est la majorité. Ouais. Oui. Et puis il y a ceux qui s'en fichent. Enfin, ceux-là, ils sont assez peu nombreux, finalement. Je dirais que la grosse majorité, c'est plutôt des enfants qui sont témoins et qui préfèrent ne pas voir parce que ça les met mal à l'aise. Voilà, parce qu'ils ressentent de la peur eux-mêmes de se faire agresser si toutefois ils intervenaient, et ils ressentent de l'impuissance à agir aussi. Parce que si seul de ce côté, de sa fenêtre, on voit une situation, il faut avoir quand même beaucoup de courage pour intervenir. Qu'est-ce qui va se passer si j'interviens ? Je vais être pris moi aussi dans ce flot. Donc c'est pour ça que le problème doit être fait et pris de manière systémique. Il y a absolument besoin déjà d'une chose, c'est de savoir de quoi on parle. Parce qu'aujourd'hui, du harcèlement, on en parle beaucoup. Et surtout, tout est devenu un peu harcèlement, voilà, même ce qui n'en est exactement. Pas. Donc, on pourrait essayer de le définir
dans le cadre des enfants, si vous voulez bien. Oui, d'une façon très simple. Il y a harcèlement lorsqu'il y a violence faite sur un ou plusieurs enfants, violence psychologique, physique, violence qui peuvent associer les deux, violence par l'intermédiaire donc des moyens maintenant modernes dont les enfants disposent à travers le téléphone, à travers la tablette, l'ordinateur, etc. Donc ce qu'on connaît très bien aujourd'hui. On appelle le cyberharcèlement. C'est ça, et qui a accéléré le processus. Parce que le processus du harcèlement, ça a toujours existé. J'en ai parlé à mon papa qui a 90 ans bientôt, et il me racontait combien, quand il rentrait de l'école, il y avait toujours un petit garçon un peu plus faible. Donc le harcèlement, le processus a toujours existé. Le petit roux qu'on appelait poil de carotte, non mais c'est vrai, ou le gros qu'on appelait bouboule, ou tout ça, ils étaient harcelés à l'époque. Oui, l'histoire de mon papa, c'était en fait un garçon qui était un peu féminin, entre guillemets, qu'on pourrait dire aujourd'hui, qui aurait eu peut-être une tendance à être traité, à être homosexuel. Et ils organisaient sur le retour de l'école un cercle où ils mettaient en confrontation ce garçon-là avec une jeune fille qui, elle, était très costaud, et ils se battaient. Et à chaque fois, il était par terre, tout le monde se moquait de lui, etc. C'est clairement du harcèlement, ça, oui. Oui, alors harcèlement, justement, parce que ça se poursuit. Parce que sinon, ça peut être une agression en une fois, c'est pas mieux, mais je veux dire, on n'appelle pas ça du harcèlement. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait répétition également. Et donc, c'est les deux phénomènes associés font qu'on va pouvoir considérer que c'est du harcèlement. Et le troisième point, qui est toujours présent et sur lequel c'est un paramètre intéressant à connaître, sur lequel on peut intervenir, c'est qu'il y a isolement de la victime. Parce qu'un enfant qui a plein de potes, je veux dire, il n'aura aucune chance de se faire harceler. Jamais. Donc soit il y a un processus d'exclusion qui se met en place, soit c'est déjà un enfant qui se retire lui-même du groupe pour diverses raisons, mais c'est lié à un processus d'exclusion. Donc ça, c'est intéressant quand on regarde le côté systémique. Comment peut-on faire dans une école pour créer des processus de coopération ? Pour faire qu'il n'y a pas d'enfants isolés, exclus. Alors, qu'ils le soient isolés parce qu'ils ont envie d'être tranquilles, de lire un bouquin, etc., on sait bien que c'est différent. Mais ceux qui ont peur des autres, qui s'excluent, qui rasent les murs à la cour de récréation, qui sont mal à l'aise dans leur corps parce qu'ils se sentent justement pas appartenir au groupe, parce qu'ils ont un physique différent, etc., eh bien, ça peut se traiter. Comment on peut prendre ce problème-là à bras-le-corps et se dire, on va travailler sur le processus d'exclusion et sur comment on installe des processus de coopération à l'école et non pas de compétition, pour apprendre, pour se protéger, pour créer, Et ça, a priori, je le dis comme ça peut paraître assez simple finalement, en étant accompagné pour ça. Mais si un enfant est dans des réseaux, je vous affirme qu'il ne subira pas de harcèlement. Il pourra être embêté, mais je veux dire, le fait d'être dans un réseau, se relier à d'autres, en parler, faire en sorte qu'il ait des soutiens, et on ne rentrerait pas dans ce phénomène. Oui, vous êtes vraiment dans la prévention, dans ce sens-là, mais vous êtes déjà très loin, Marie-Pierre. Justement, on est en avant, parce que là, pour l'instant... Vous êtes très en avance, oui. En avant, on éteint le feu en ce moment. On se dit, oh là là, attention, il va falloir éteindre le feu. Donc, comment on fait pour repérer ? On va mettre des caméras, on dit aux enseignants, attention, regardez bien. Bon, je dis pas que... Alors, les caméras, c'est une chose, mais en fait, je dis pas que toute cette information, cette sensibilisation n'est pas importante. Mais est-ce qu'on peut pas se poser la question de la société, en fait ? Comment est-ce qu'on vit en groupe ? Comment est-ce que, justement, quand on est différent, on peut accepter les différences ? Comment on n'est pas content, on a le droit de le dire sans se faire exclure ? Comment est-ce que notre différence va devenir une richesse pour les autres ? Comment est-ce qu'on peut travailler sur cette manière, sur cette façon d'aborder les choses ? Donc, c'est vraiment le sujet que nous avons abordé donc, dans l'association Educat, dont j'ai été la fondatrice, dont je suis la fondatrice, et avec, justement, une recherche au sein même de notre réflexion de coopération dans la construction de nos interventions. C'est-à-dire, il y a des thérapeutes, il y a des pédagogues, il y a des parents, et on se pose ensemble la question. Quand on travaille sur une thématique, on travaille ensemble. S'il y a un de nous qui propose une conférence sur un sujet, eh bien, elle est passée au crible de l'observation des autres et de la critique positive des autres pour la construire, l'enrichir. Dans notre processus même, on travaille comme ça. C'est-à-dire que je crois beaucoup à la modélisation. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui porte la bonne parole, mais on est tous ensemble pour construire une réflexion qu'on souhaite innovante pour justement ne pas refaire toujours la même chose, surtout quand ça marche pas, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent. C'est pour ça que vous êtes là, c'est parce que vous êtes innovante, parce que c'est vrai que des discours, on en a, mais savoir comment justement innover et comment faire que la prévention fonctionne vraiment. Bien, c'est là-dessus que nous sommes attachés. Là, nous avons travaillé depuis plus d'1 an. Alors, c'est vrai que les histoires de confinement nous ont laissé du temps, donc ça a été le côté positif de l'histoire. Mais nous avons travaillé à la réalisation d'un kit à l'intention des écoles primaires
qui sont proposés dans les écoles, donc pour les enseignants. Donc il y a un cahier d'enseignants et il y a un cahier pour chacun des enfants. Il y a à travers ce travail une progression qui va amener les enfants à avancer sur la connaissance d'eux-mêmes. Donc il y a 2 points essentiels, les autres sont importants aussi, mais je vais faire court, parce qu'après vous pouvez aller sur le site educate.fr si vous voulez des informations, on vous en donnera plus précisément. On mettra le lien sous la vidéo d'ailleurs. Donc, Voilà. Donc c'est qu'est-ce qu'une émotion? C'est quoi la colère, la peur, la tristesse, en particulier la colère et la peur, c'est-à-dire les 2 émotions qui sont absolument en vue dans la problématique du harcèlement. Qu'est-ce que c'est que ces émotions-là? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Et comment elles parlent d'un besoin? Enfin, ça, c'est du B à bas. On devrait apprendre ça à l'école en même temps qu'on apprend l'alphabet. C'est-à-dire la colère a un besoin. Il y a un besoin derrière qu'il faut connaître. La peur a un besoin derrière qu'il faut connaître. La peur, on se sent en danger. Mais si on est en danger, pour sortir de la paralysie, il faut rentrer dans cette peur. Rentrer dans cette peur, ça veut dire aller chercher de la protection. Protection, ça peut être de l'information, ça peut être se mettre en lien avec les autres, ça peut être beaucoup de choses. Après, à partir du moment où la personne se sent protégée quand elle a fait ça, c'est bon, quoi, c'est OK. Aujourd'hui, sauf que la personne qui est harcelée, dans ces cas-là, c'est pas du tout le cas. Alors, pour ça, c'est bien que vous me posiez cette question-là. C'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que normalement, toute personne, tout enfant élevé, et je dis bien avant de commencer toute chose, que pour moi, il n'y a absolument pas d'accusation à porter aux parents, aux familles qui ne font souvent que reproduire des modèles qu'ils ont eu eux-mêmes en pensant bien faire. Je veux dire, des parents pervers, j'en ai rencontré très très peu dans ma carrière. Il y a surtout des parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants. Cependant, quand les parents sont mal à l'aise eux-mêmes avec leur flux émotionnel, qui ne savent pas exprimer de la colère, sauf que quand ils sont arrivés à un tel sommet, qu'ils se mettent à hurler devant leur enfant et qui deviennent parfois violents, que la peur, c'est presque tabou, parce qu'il ne faut pas dire qu'on a peur, parce que sinon on va être traité de quelqu'un qui est faible, etc. Bon, bref, toutes ces croyances qui sont associées à cette éducation qu'on n'a pas, émotionnelle, eh bien, les parents ne peuvent pas transmettre aux enfants ces enseignements. Donc, ces enfants peuvent se retrouver, non pas avec la volonté consciente des parents, mais dans une incapacité de se relier à quelque chose qui est absolument naturel en chacun de nous, et qui fait que notre espèce a survécu en ce qui concerne la peur. Si on n'avait pas ressenti la peur, on aurait disparu. Donc, la peur, c'est utile. La colère, c'est utile. Ça nous dit aussi des choses sur notre environnement qu'on a à prendre en compte pour agir. Donc, tout cela étant dit, eh bien, un enfant qui se fait harceler est un enfant qui n'est plus en contact avec la capacité de recevoir ces signaux, donc d'agir. C'est un enfant qui va ressentir de la peur, il ressent le danger, il a raison de le sentir parce qu'il se fait agresser, mais à ce moment-là, il reste dans la paralysie, plutôt que de rentrer justement dans cette capacité à se protéger. Vous disiez tout à l'heure que les 2 émotions qui construisent le harcèlement sont la peur et la colère. Disons qu'elles sont présentes dans cette relation. On peut imaginer que le harceleur a une mauvaise appropriation de sa colère, en tout cas, parce qu'il va utiliser l'autre comme un punching ball. Alors, ce que je n'ai pas dit, et je pense que ça, c'est un message qu'on dit aux enfants et qu'on dit d'emblée aux enfants. C'est-à-dire, quand on va bien dans sa vie, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des petits soucis d'enfant, mais qu'on a des amis qui peuvent nous entourer, on a confiance en soi, on a des projets, etc. Eh bien, on va pas faire mal à quelqu'un d'autre pour se sentir fort. En fait, on n'en a pas besoin. Donc, le harceleur, c'est juste un enfant qui va mal, qui a besoin d'externaliser son propre mal-être sur l'autre pour se sentir plus fort. Donc, c'est pour ça que travailler sur le climat scolaire et de repérer effectivement les enfants qui ont, pour des raisons qui leur sont propres, et pour certains enfants, c'est utile quand on les repère, qu'ils aient à côté un accompagnement psychologique pour aller accompagner, renforcer et puis résoudre des problématiques qui peuvent être les leurs. Mais globalement, je veux dire, travailler à un bon climat scolaire où chacun a sa place, où on peut entendre les dérives et les difficultés que certains enfants ont au niveau relationnel, c'est le début de la solution, en fait. Vraiment, c'est pas plus difficile que ça. Harcelés, en fait, ils ont le même problème. Alors, c'est vrai que les gens qui ont des enfants qui se font harceler ont du mal à l'entendre, mais c'est pas pour dire qu'ils sont pareils, simplement pour dire qu'ils ont un problème de confiance en eux. Ils ont un problème d'assise, ils ont un problème de bien-être. Et c'est pas pour accuser les parents, encore une fois. Je veux dire, l'enfant se construit d'une manière qui lui est propre, et il peut prendre des choses dont on ne sait même pas qu'il a pris ça en termes de croyances.
Simplement, savoir que les situations de violence en général parlent d'un mal-être, c'est quand même important de le dire, parce que ça n'arrive pas par hasard. Je suis en permanence... Est-ce que ce qui ne les excuse pas, attention, hein. Non, absolument. C'est comprendre le processus. Il ne s'agit pas d'excuser, c'est ça, c'est comprendre. C'est comme une maladie, si on ne comprend pas quelle est la cause, comment veut-on pouvoir la soigner? Je veux dire, on est là. Hein, et dans la prévention que nous présentons, c'est comme pour les maladies. Comment est-ce qu'on peut soigner son système immunitaire, hein? On est en ce moment en plein dedans. Comment on peut soigner son système immunitaire pour pouvoir ne pas tomber malade? Là, au niveau de la problématique du harcèlement, c'est comme si c'était une maladie. C'est une maladie du système. Donc, comment est-ce qu'on prend soin, en fait, des personnes pour que justement elles renforcent l'état d'estime d'elles-mêmes, de confiance, de bien-être et de capacité à être en relation avec les autres. Et à ce moment-là, le harcèlement n'existera plus. Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord, qui pourront se disputer. Enfin, ça, bien sûr, c'est la vie. Hein. Mais le harcèlement, c'est bien particulier. Oui, absolument. Les conflits sont nécessaires. Ouais. Qu'il n'y ait pas cette lutte de pouvoir, en fait. Et généralement, un enfant harceleur, il veut asseoir en fait son pouvoir, parce que dans son estime de lui-même, de comment il perçoit sa valeur personnelle, c'est en écrasant l'autre. Exactement. C'est probablement parce qu'il l'a vu faire aussi, et notre société est plein d'exemples là-dessus, d'accord ? Pour vraiment, il assoit son pouvoir, il écrase l'autre pour vivre. Et donc, la plupart des enfants harceleurs que j'ai pu recevoir, c'est vraiment une question de survie. Si je n'agis pas de telle manière, la loi du plus fort, je n'existerai pas. Et j'ai besoin d'exister, donc on l'a dit tout à l'heure, avec un public, des spectateurs qui regardent, parce que ça vient me nourrir et ça vient renforcer. Donc là, il y a quelque chose dans la compréhension et dans la représentation de ce que c'est être dans le groupe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais pourquoi le groupe, finalement, ne fonctionne pas en empathie avec la victime ? Parce qu'ils ont le même problème. Non, mais quelque part, il y a le même problème. C'est-à-dire, si c'était des enfants qui, globalement, étaient aussi confiants par rapport à eux-mêmes, dans l'empathie, parce qu'il y a quand même des compétences psychosociales aujourd'hui qui existent moins, parce que notre société est basée sur un certain individualisme, absolument, sur la compétition. Donc, l'empathie, ma foi, on peut passer à côté de quelqu'un qui est par terre et sans que ça nous fasse quoi que ce soit. Je veux dire, c'est quelque chose qui existe pour les adultes et qui existe pour les enfants. C'est-à-dire qu'on a une forme de repli sur soi. Et donc, on a moins développé cette fibre. Alors, je dis pas que c'est pas là pour tous les enfants, hein, loin de là. Mais on a moins développé cette fibre de se sentir touché par quelqu'un qui souffre. Parce que quand on voit des situations où on en a entendu d'enfants qui se sont fait persécuter par un groupe, mais d'une manière extrêmement violente. Et violente que ce soit par l'humiliation ou violente que ce soit par la violence physique. Et comment on peut se poser la question, pourquoi ces enfants-là, ils ressentent rien, en fait? Pourquoi ça leur fait... Pourquoi ils se disent pas, non mais c'est pas possible de faire ça, enfin là on lui fait mal, il faut qu'on arrête. Ça, oui, c'est pour ça que je me dis, pourquoi à ce moment-là, le groupe n'est pas plus fort? Alors moi, de mon point de vue, moi ce que je me dis, en tout cas de ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait il y a une confusion aussi entre l'empathie et la pitié. Parce que la plupart du temps, les enfants, quand ils voient quelqu'un souffrir, ils se mettent à sa place. L'empathie, c'est pas se mettre à la place. C'est je ressens, il y a une espèce d'élan du cœur vers la personne qui souffre, mais dans la pitié, je me mets à sa place. Et je me dis, purée, j'aimerais pas être à sa place. Donc, je fais comme si j'avais pas vu. J'essaye de gérer plus ou moins bien ce qui se passe en moi. Et je me dis, heureusement que je suis pas à sa place. Moi, c'est un conseil que j'avais donné à des parents. Il y a une série sur Netflix qui fait un tabac en ce moment, une série jordanienne sur le harcèlement scolaire. Et c'est un lycée de jeunes filles. Un lycée de jeunes filles avec donc des familles très riches de Jordanie, donc des gens, des pratiquants musulmans, je veux dire de la bonne société jordanienne. Et on voit comment la réalisatrice a travaillé sur cette notion de harcèlement, et la nouvelle qui arrive se fait harceler par la fille la plus populaire, celle qui a de beaux cheveux, de beaux vêtements, qui sort qui transgresse les lois. La directrice ne veut pas la virer. Pourquoi ? Parce que son papa est un grand donateur de cette école. On retrouve des choses de la société. Bon, amplifiées, bien sûr, on force un peu le trait pour faire sortir l'histoire. Et moi, je l'ai recommandé aux parents. Je dis, regardez là et voyez, parce qu'on voit le côté du harceleur, on voit le côté de la harcelée et comment la harcelée veut se venger. Donc après, on rentre dans un plan machiavélique, mais bref, juste pour dire que maintenant, on se saisit... Si la harcelée veut se venger, c'est qu'elle n'est pas détruite, hein. Non
Disons que il est fréquent aussi dans le processus. Je ne sais pas si vous en avez rencontré des enfants comme ça, mais il y a des enfants qui passent du statut de victime à un moment, ils se font harceler, et à un moment donné, ils grandissent, il se passe quelque chose, et paf, ils passent au statut de harceleur. Ce qui montre bien que le problème de fond est le même. C'est-à-dire que c'est un besoin de construire son identité en prenant le pouvoir, en étant dans ça part d'une souffrance en fait, de même parfois d'un désespoir de pas se sentir à la hauteur. Donc après, le moyen utilisé n'est bien sûr pas le bon, mais on se rend compte qu'il y a vraiment cet écho, c'est la même chose finalement dans le fond, ce qui ne se voit pas en surface. Le processus est le même. C'est pour ça que de travailler, je répète, sur le bien vivre ensemble, c'est-à-dire sur à la fois le savoir-être, c'est-à-dire connaître comment je fonctionne. Quand il y a quelque chose qu'on me dit et qui me fait mal, comment je peux l'exprimer ? C'est-à-dire comment je peux considérer que c'est naturel de dire j'ai pas envie que tu me traites de minuscle, par exemple, ça me fait du mal quand tu me fais ça, donc s'il te plaît, je souhaite que ça arrête. Apprendre aux enfants qu'ils ont le droit de faire ça, leur permettre de créer des instances, s'ils ne sont pas entendus, quand ils en parlent à la personne concernée, pour dire j'ai besoin de traiter ce problème-là avec un tel parce que ça va pas, et il continue. Et ça, les enfants peuvent le prendre en charge. À travers le travail qu'on propose, c'est à la fois bien sûr un accompagnement des enseignants, mais pour la même chose que je disais pour les parents. C'est-à-dire il faut d'abord que les enseignants soient bien au clair avec ça, bien informés et OK pour pouvoir accompagner les enfants. Donc c'est une chose importante. Mais s'il y a résolution du harcèlement, c'est parce que les enfants vont être co-créateurs des solutions. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils apprennent à savoir comment on fonctionne à l'intérieur de soi, au niveau de ses émotions, ses croyances limitantes, les trucs que j'ai dans la tête qui me font penser des préjugés, j'entendais parler de ça, des préjugés, etc. Bon, faire vraiment un point assez clair là-dessus, acquérir des outils comme la communication non violente et d'autres choses qui permettent justement de réguler des processus de groupe, et ça les enfants savent très bien le faire, et connaître les causes du harcèlement, les causes de la violence, et à partir de là, une fois qu'ils ont eu cette information, on les met autour de petites tables à plusieurs, et c'est comment vous allez agir pour que ça ne se passe pas dans votre école. Une fois que vous avez compris que c'est lié au mal-être, une fois que vous avez compris que c'est lié à l'exclusion, qu'est-ce que vous avez envie d'inventer dans votre école pour que justement ces paramètres-là, qui sont tout le temps présents dans le harcèlement, disparaissent. Et là, les enfants, ils sont waouh, je veux dire, ils ont des idées, ils en ont 50 à la minute. Je vous raconte une histoire d'ailleurs, parce que c'est intéressant de le voir d'ailleurs avec l'évolution. Un petit garçon à qui on racontait en plénière devant un établissement des enfants de 6e et 5e, on racontait comment on pourrait travailler avec eux et le pourquoi de notre démarche. Qu'est-ce qu'on a compris ? On le partage avec vous. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Et un petit garçon, il se lève un peu comme un petit zébulon. Il était tout petit, je me rappelle, un petit 6e. Il me dit moi j'ai une idée. Par exemple, on pourrait mettre un banc dans la cour, et puis un banc qu'on peindrait en bleu. Et quand un enfant s'assoit sur le banc, c'est qu'il a besoin d'un ami. Oh là, tout le monde, pareil. Sauf que ça marche pas. Oui, parce qu'il va être vu par tout le monde va savoir qu'il est mais ceci étant, travailler avec un enfant qui dit ça dans un groupe, c'est super. On dit on va le faire, on essaye. Puis on voit que ça marche pas. Donc on se pose la question, pourquoi ça marche pas ? Mais parce que celui qui va s'asseoir, il a honte de s'asseoir et de se dire j'ai pas d'amis. Donc comment on peut faire pour ramener les enfants qui sont seuls et qui n'ont pas d'amis sans être comme ça vus au milieu de tout le monde ? Voilà. Donc ça, c'est une démarche constructive. Ça, c'est une démarche où on se dit pas on a les outils, alors vous allez faire d'abord ça, puis après vous faites ça, puis vous allez voir. Non, on met les enfants dans qu'est-ce que tu comprends de la situation ? Maintenant que toi, tu résonnes de plein d'émotions qui te donnent des indications sur tes besoins, comment tu vas pouvoir imaginer avec tes potes des situations à l'école où vous allez créer une micro-société où on va s'occuper les uns des autres. Wow. Magnifique. On garde le banc bleu. J'espère qu'elle parlera à tout le monde. Cette image du banc. Oui, mais là, les gens. Alors, en plus, il y avait des profs qui étaient présents. Il y en avait qui avaient la larme aux yeux. Les enfants, ils se sont levés, ils ont applaudi. Enfin, cette expression toute simple de ce petit garçon a suscité dans ce groupe, à ce moment-là, de façon très spontanée, une réaction de ouais, effectivement, c'est génial, quoi. Et c'est tellement simple. Parole d'enfant. Il y a cette idée quand même que, en cas de harcèlement, les adultes sont là, voient ce qui se passe et qu'ils n'interviennent pas. Comment, quand ça dure, parce que le harcèlement, c'est pas du jour au lendemain, il y a toute une spirale du harcèlement qui existe. Comment les adultes sont-ils si aveugles ? C'est parce qu'ils veulent mettre la poussière sur le tapis ou quoi ?
Alors on peut considérer que peut-être certains sont dans cette... Ça se voit pas, c'est Mais ma question. c'est qu'en fait... C'est ça ma question en fait. Oui, alors je vais vous donner un exemple, parce que ça c'est quelque chose de très concret. Je pense que c'est bien d'avoir des exemples concrets. Moi je travaille dans un dispositif de réussite éducative depuis 12 ans maintenant à Bonneuil-sur-Marne. J'ai une permanence dans un établissement scolaire, je reçois des enfants qui sont en difficulté scolaire et certains donc qui ont des problèmes avec les autres. Et puis je fais des groupes de parole de parents, voilà. Eh bien, dans cet établissement scolaire, il y a quelques années, un enfant a été repéré comme harceleur. Et effectivement, on s'est rendu compte que ça durait déjà depuis quelques mois. Et ça mettait à mal une jeune fille qui était vraiment, qui commençait à plus venir à l'école. Enfin, voilà. Parce que ça, c'est une des conséquences. Oui, c'est une des la conséquences. phobie scolaire qui arrive derrière. Oui. Donc, alors, cette jeune fille, je ne sais pas si elle avait parlé ou si ses parents ont parlé. Enfin, bon, bref, ça se révèle. Donc, conseil de discipline. L'enfant repéré comme harceleur est exclu pendant 3 semaines ou je sais plus. Et puis une communication comme quoi de toute façon tout enfant qui ferait ce genre de situation subirait le même sera exclu. La même sentence. La même sentence. Eh bien, bon ça on l'a su qu'après. Eh bien, les 2 semaines passant ou 3 semaines passant, je ne sais plus quelle avait été la sanction. L'élève est revenu. Et alors, comme ce sont des enfants qui sont leaders. Tout à l'heure vous disiez c'était le terme c'est populaire. Voilà. Populaire. Donc les autres en voulaient terriblement à la victime d'avoir occasionné l'exclusion du populaire. Donc il s'est installé un harcèlement souterrain jusqu'à la fin de l'année sans que personne ne s'en rende compte. Alors, on l'a su après parce que les parents ont enlevé l'enfant de l'école et que finalement ça finit par se savoir. C'est une des conséquences aussi. Oui. Mais donc effectivement, c'est pour ça que le problème pour nous ne peut passer que par les enfants, accompagnés des adultes qui soutiennent, qui aident à la création, qui accompagnent les enfants dans le processus. Mais les adultes, je veux dire, la plupart du temps, ne voient pas ce qui se passe dans les relations avec les enfants. Donc c'est vrai. Il ne voit pas et il minimise. Le problème avec le harcèlement scolaire, c'est que quand on vous répète que vous êtes moche, bête, que vous ne servez à rien, eh bien vous finissez par le croire. Et c'est ça la posture de la personne qui est harcelée. C'est que finalement... Alors c'est très intéressant que vous reveniez là-dessus parce que c'est effectivement les croyances autoréalisatrices. Et si on dit à une petite fille qu'elle est moche et qu'on n'arrête pas de lui dire qu'elle est moche alors qu'elle est belle comme un cœur, elle va devenir moche. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Si je pense que je suis nulle et que je n'y arriverai pas, eh bien, je ne vais pas y arriver. Donc ça, c'est hyper important parce que dans l'enseignement, ça aussi, ça peut être enseigné à des enfants. Si j'ai des pensées négatives sur moi, eh bien, je regarde pourquoi je les ai et je fais en sorte de le sortir de ça. Parce que sinon, je vais construire ma vie en fonction de ça. Et c'est pas magique, ça peut tout à fait se contrôler. C'est le syndrome du Pygmalion. Pygmalion, oui. Alors, ça, Rosenthal. Alors, syndrome de Pygmalion, c'est la manière dont les adultes regardent les enfants. C'est-à-dire que dans l'histoire, en fait, c'était un montage. On avait dit aux enseignants, regardez dans la classe, en fait, ils avaient tiré au sort, il y a 5 enfants surdoués. Mais bon, je ne vous en parlais pas, on vous le dit simplement. Et en fait, c'était des enfants tout à fait comme les autres. Sauf qu'à la fin de l'année, ils avaient des résultats bien meilleurs que les autres. C'est-à-dire que la manière dont l'enseignant avait été avait fait que justement, si t'as petite erreur, c'est pas grave, parce qu'en gros t'es surdoué, donc donc même si on le sait, donc c'est pas grave. Donc on voit bien l'influence aussi, donc effectivement ça rejoint un peu dans le processus et la manière dont on est regardé, ce qu'on va nous dire, ce qu'on va comprendre de soi, ça va renforcer effectivement des croyances. Et donc si j'ai des croyances, j'ai le droit de me tromper, de toute façon je vais y arriver, l'instinct me montre bien que de toute façon j'ai toutes les compétences pour ça, ça va le faire quoi, ça va le faire. Vous parliez d'une petite fille qui avait un bec de lièvre. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon, oui, parce que je l'ai vu arriver au collège et il avait des problèmes de harcèlement. Alors, c'est amusant, pas amusant, mais comme c'était la période du masque, en fait, il disait que c'était un moment de répit pour lui, justement. Et bon, il va falloir qu'il enlève son masque, j'espère bientôt quand même. Mais il m'a raconté son histoire. Et effectivement, lui, il a vécu du harcèlement pendant toute sa primaire, parce que là, il était en 6e quand il m'a évoqué ça. Et il allait voir régulièrement la directrice pour dire tel élève se moque de moi, etc. Et quand il arrivait dans le bureau, la directrice, oh non, pas toi encore. Oh là là. Voilà. Donc il a pris
Tout ça pour dire que finalement les adultes peuvent minimiser ce qui se passe. Oui, parce que là, il n'était pas tapé, c'était pas visible en fait, c'était juste des moqueries sur son apparence. Donc bon, c'est pour des enfants petits, c'est pas très grave en fait. Sauf que ce que les enseignants doivent entendre et ce que les enfants doivent entendre, c'est qu'à partir du moment où ça me fait mal, c'est grave. Exactement. Voilà, même si c'est un petit truc de rien du tout. Mais si ça me fait mal, j'ai le droit de dire stop, je veux que tu arrêtes. Et que l'enseignant dise je vois que ça te fait mal, donc on va faire en sorte que ça s'arrête. Voilà. Et non pas penser à la place de l'enfant, c'est pas grave, c'est des jeux d'enfants. Parce qu'effectivement, les regards des adultes peuvent être à la fois trop dans la peur. Et alors, si j'ai la peur au ventre que mon enfant rentre à l'école et qu'il se fasse harceler, ça va pas bien se passer non plus quand on est comme ça. Mais il y a aussi ceux qui minimisent. Et ce petit garçon qui s'appelle Nathan était un enfant qui ne faisait plus confiance aux adultes pour le protéger. Pour se protéger. Et il avait basculé dans la persécution. Oui. Et parce que les enfants attendent aussi de nous, adultes, que ce soit les enseignants ou les professionnels, de dire est-ce que c'est juste ou pas ce qui se passe. Parce qu'ils n'ont pas cette notion-là. Par exemple, moi, quand mon fils rentre, quand il était au collège, il a subi, parce qu'il n'était pas d'une très grande taille, et ce qui était extraordinaire, c'est que l'enfant qui le harcelait, c'est un enfant pour lequel, donc moi j'étais déléguée de parents d'élèves, pour lequel je me suis battue pour pas qu'il soit renvoyé du collège, qui était dans la classe de mon fils. Et mon fils rentrait, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe, Zacharia, je vois que t'es pas. Et en fait il l'appelait mini je sais pas quoi, parce qu'il était pas le plus petit de la classe, sur sa taille. Et ça se répète, et ça se répète, et puis ça creuse à l'intérieur. Et je lui dis écoute Zach, là c'est pas normal. Ce qui se passe, qu'on se moque de toi de cette manière-là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Est-ce que c'est juste donc de dire ça à l'enfant pour qu'il puisse lui voir les repères? Parce que sinon, s'ils ont l'habitude, moi j'interviens, vous savez, dans les centres sociaux, ou quand je reçois les ados, quand je suis en atelier en ado, mais il faut voir ce qu'ils se disent, ils se traitent, les filles qui se traitent, excusez-moi, je vais le dire à l'antenne, de salopes, qui se parlent comme ça, et pour elles c'est normal, on se parle comme ça, nous on a l'habitude. Oui, mais attends, excuse-moi, là, elle est où ta dignité, elle est où? Tu laisses quelqu'un te parler comme ça, ça va donner quoi quand tu seras plus grande, face à un homme, face à quelqu'un qui vient et qui va te donner un surnom, ça va très loin, ces choses-là. Donc vraiment, de dire non, ça c'est pas possible, ça c'est pas acceptable, ça ce n'est pas juste que tu sois traité de cette manière, parce que ça lui donne des repères et voir le curseur où ça a été trop loin ou pas assez loin. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très important que les parents aient déjà conscience d'accueillir les émotions de l'enfant. Qui soit en colère, on lui dit pas va dans ta chambre pour te calmer, ou éventuellement tu vas dans ta chambre et puis après on en reparle. Mais on fait pas une croix sur les émotions, on les accueille. Après elles vont être prises en compte pour changer les choses ou pas. Je veux dire, il s'agit pas de céder à toute expression émotionnelle, mais accueillir la peur, la joie, la tristesse. Voilà, je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère, mais tu vois là, il est 20h et là il est l'heure d'aller te coucher parce que demain mais je vois que tu es en colère, c'est-à-dire que je légitime le fait que tu ressens un truc et que c'est difficile pour toi parce que la limite, là, t'as pas envie de la mettre à cet endroit-là. Mais ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Après, si votre enfant rentre victime de moqueries qui le blessent, lui dire ce n'est pas normal, je te soutiens. Mais dans le contexte actuel, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il se retrouve face à un groupe et un enfant, il a besoin de se sentir appartenir à un groupe. Et si tout le monde s'amuse avec son prénom et tout, il va non pas l'accepter, mais il va en souffrir parce qu'il ne va pas oser ou il ne va pas arriver à mettre un stop. Oui. C'est pour ça que l'éducation émotionnelle dans la classe, dans ces cas-là, spécifiquement dans cette classe, à la limite, est importante en disant, voilà, on va faire un point là sur une situation. Je vais vous dire d'ailleurs, il y a quelque chose qui s'est passé comme ça d'une façon très ponctuelle. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler de magie, encore une fois, bien qu'on peut penser des fois que ça a un effet magique. J'étais dans un établissement pour autre chose, pour une intervention qui n'était pas liée au harcèlement ou aux violences entre les enfants. Et puis, il y a un professeur principal qui me dit, écoute, est-ce que tu as un petit moment là, parce que j'aimerais bien que tu viennes intervenir dans la classe, parce qu'il y a une ambiance épouvantable dans cette classe. Les enfants s'insultent, il y a un petit groupe d'enfants, c'était 3-4 garçons, je crois, qui font de cette classe une classe invivable où les enfants sont en souffrance. Bon, alors j'y vais. Et puis je leur dis, écoutez, on va faire une séance de régulation, je vous explique les règles. Séance de régulation, je suis protectrice du cadre. Alors, vous allez parler pour dire ce que vous ressentez. Vous accusez pas un tel. Par contre, vous pouvez donner les noms, parce que on dit pas, tiens, il paraît que quelqu'un ici... Non, tu dis, s'il y a des personnes que tu souhaites nommer, tu le nommes, et tu parles de ce que tu ressens. Et donc, vous avez cet espace, on vous écoute. À la suite de ça, il n'y a pas de sanction, il y a rien qui va se poser, sauf s'il y avait eu quelque chose d'extrêmement grave, mais c'est juste un espace de parole pour que tout le monde entende.
et que ça s'arrête. Bon, on démarre. Donc c'est moi qui tiens le cadre. Je détaille pas les règles de la régulation, il y en a plusieurs, mais enfin ça permet de poser un cadre protecteur. Il y avait le professeur principal, une autre personne du département, parce qu'on intervenait à 2 et moi. Donc on était quand même 3 adultes face à une classe. Ils nous avaient jamais vus, on n'avait jamais fait travailler avec eux. Ils étaient en 4e. Oui. Ouais, donc 13 ans. Ouais. Et donc ça a commencé. Il y en a qui ont commencé à parler du fait qu'ils étaient dérangés par le bruit, que ça les mettait en difficulté pour apprendre. Commence comme ça. Puis petit à petit, prise de parole des enfants qui étaient effectivement stigmatisés dans la classe plus que d'autres. Larmes. Une jeune fille qui dit « Mais moi, j'ai mal au ventre le matin quand j'arrive parce que quand j'ouvre mon casier, il y a des mots d'insultes à l'intérieur et j'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça ?» etc. Alors je voyais les garçons dont on m'avait dit un peu qu'ils étaient les pieds sur les chaussures, c'est-à-dire qu'ils étaient là, ils entendaient. Alors pour le coup, ça réveille l'empathie. C'est un truc qui d'un seul coup, ça crée une espèce de tilt. Et donc premier témoignage, deuxième témoignage d'un enfant qui était plutôt bon à l'école, alors petite lunette ronde, plutôt vif à l'école, et lui qui dit qu'il a plus envie de venir non plus, qui fait des cauchemars, qu'il a le droit aussi d'avoir envie de participer et de réussir. Pourquoi est-ce qu'on le traite de minus, d'imbécile, etc. et qu'il en peut plus. Enfin, 3-4 qui se sont exprimés avec des larmes pour certains et dans un silence total. Les autres enfants devaient tous prendre la parole. S'ils n'avaient pas envie de parler, ils disaient je passe. Mais tous prenaient la parole. C'est-à-dire t'es là, t'as bien entendu, t'es là. On termine au bout d'1 heure. Alors c'était chargé. Au bout d'1 heure, et je leur dis écoutez, vous avez entendu ce qu'il y avait à entendre. Je pense que maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez gérer votre relation et comment vous allez pouvoir faire en sorte que les choses s'améliorent. On reviendra dans 1 mois. Donc je suis revenue dans 1 mois parce que c'était une intervention que je faisais aussi à ce moment-là, et on a remis le même cadre. Et les paroles se sont données petit à petit à entendre. Et donc, au niveau du chahut, tout ça, ça n'avait pas changé beaucoup de choses. Ils étaient agités, bon, ça, c'était toujours. Par contre, il n'y avait plus de mots dans les casiers. Il n'y avait plus d'insultes sur les enfants concernés. Ça s'était arrêté. Donc, je ne dis pas que c'est magique et que peut-être ça aurait duré encore plusieurs mois. On était à la fin de l'année. Il aurait fallu y remettre un petit coup avec une information, de l'éducation émotionnelle, de dire voilà ce qui se passe. Et quand on a envie de faire du mal, c'est qu'on ne va pas bien. Comment est-ce que je peux aller mieux en étant à l'école ? Est-ce que j'ai besoin d'aide pour faire mes devoirs ? Est-ce que j'ai besoin de... Enfin, je sais pas. Après, il y a des différents... On ne va pas schématiser en ne donnant que quelques exemples. Ce sont des exemples. Mais simplement pour dire que, en fait, il ne faut pas grand-chose. Il faut simplement rentrer dans un processus différent. Il faut faire autrement de la prévention. Parce qu'aujourd'hui, on n'en fait pas. Aujourd'hui, on en fait peu. Aujourd'hui, on met des affiches. On dit aux enfants, il faut être gentils les uns avec les autres. Il faut dire, attention, si tu fais ça, tu vas avoir un problème. Mais la prévention, c'est vraiment quelque chose de global qui se fait en amont et qui prend le temps de s'installer. Bien. Marie-Pierre Lescure est une ovnite. Oui. J'aime la façon dont vous parlez de prévention et vous rejoignez notre ADN, Karima. Absolument. D'accord. Complètement. 10 000%. Bon. Vous donnez des conférences parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui regardent, qui peut-être vont vouloir vous faire intervenir. Donc voilà, ils vont tous vouloir que vous veniez parler de prévention, de harcèlement. Il y a conférences, on peut faire des ateliers pour les parents. On peut, s'il y a une porte d'entrée dans l'école. C'est génial vos groupes de parole. Alors franchement, je veux dire. Et puis dans l'école, on peut faire aussi, si les parents disent, écoutez, est-ce qu'on peut faire une conférence et puis vous venez, puis on voit si on peut faire quelque chose dans l'école qui aille dans ce sens-là. Voilà, on est prêt. En plus, on a un outil là qui va sortir. Alors je tiens à remercier la Fondation Ramsès Santé, pour lequel d'ailleurs je vous ai rencontré. Exact. C'est eux qui très gentiment m'ont dirigé vers vous. Donc ça vraiment, je les remercie du fond du cœur parce que ce sont les premiers à avoir reconnu et valorisé et aidé le travail que nous faisons en nous donnant une part financière nous permettant de réaliser ce kit qui est en cours de réalisation, mais c'est énorme parce qu'évidemment c'est déjà c'est une plateforme et un outil qu'on peut utiliser. Donc oui, que les gens nous contactent, on a la possibilité d'intervenir et là encore de co-construire ensemble la réponse que les gens veulent en fait. C'est-à-dire de ne pas arriver en disant waouh, nous sommes les maîtres du monde, alors on va vous permettre d'aller mieux. Non, c'est quel est le problème, voilà ce qu'on peut apporter, comment vous le voulez qu'on l'apporte, et puis on le chiffre, parce que c'est vrai qu'on n'intervient pas bénévolement pour l'instant. On n'a pas les fonds, mais peut-être que ça arrivera, peut-être qu'on aura des soutiens qui nous permettront de travailler juste. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais il y a des dossiers à faire, il y a des actions à mener. Bon, tout ça, après, ça se construit, mais c'est tout à fait possible de prendre contact. Bien, vous écoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous regarderez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Karima, à mercredi. Marie-Pierre, vous revenez quand vous voulez. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.